Chers collègues de l'ILCML de Porto, nous vous remercions pour cette initiative qui invite à mieux connaître la créativité de l'Europe littéraire de 1945 à maintenant. Nous vous parlons depuis la salle patrimoniale de la bibliothèque de Saint-Omer, ville du nord de la France, qui est une bibliothèque extrêmement riche puisqu'elle a plus de 600 manuscrits, dont le plus ancien date de la fin du 8e siècle. Elle détient une Bible de Gutenberg, le premier folio de Shakespeare qui date de 1623. La bibliothèque contient également un exemplaire de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Qui sommes-nous ? Guy Fontaine et moi avons en 1989, stimulés par l'Union européenne en mutation, dirigé la rédaction d'un ouvrage intitulé Lettres européennes qui s'intéresse à la littérature de l'Europe géographique. Publié en France en 1992, aux Pays-Bas en 1994, en Grèce, en Grande-Bretagne en 2000. Elle est rééditée en 2007 par un éditeur belge. Une édition polonaise voit le jour en 2008 et un universitaire polonais qui la lit, professeur de littérature anglaise à Belfast, signale dans une revue universitaire anglophone que la Pologne a publié une nouvelle version plus intéressante alors que la Grande-Bretagne continue à éditer la première version. S'ensuit une prise de contact de l'éditeur Routledge avec nous et le projet de remettre à jour cet ouvrage. En France, CNRS Éditions prend en charge la nouvelle parution 2021. Nous allons vous parler de notre dernier chapitre, le chapitre 16, celui que nous sommes en train de faire, puisque jusqu'à présent le livre s'arrêtait plutôt en 1990. Et donc il faut voir comment la littérature a évolué de 1989 à 2020. Et je suis entourée de Véronika Boutinova, professeure de théâtre et dramaturge, auteure de Dialogue avec un calendrier bulgare, qui parlera tout à l'heure du théâtre in your face, de Luc de Voldereux, éditeur culturel et essayiste belge néerlandophone, auteur de En attendant les barbares, Mon Italie, et d'un essai dont je n'ose pas dire le titre, Tegen de kruideniers, contre les épiciers. Merci. Guy Fontaine, qui est à la fois créateur d'une résidence pour écrivains Marguerite Yourcenar en France, professeur de littérature et de politique à Espol, dans le nord de la France également, et co-directeur depuis 1989 du projet éditorial Lettres européennes. Timur Muhidine, écrivain et professeur de langue et littérature turque à l'INALCO, auteur d'une réflexion sur la rive européenne d'Istanbul, Istanbul, rive gauche, publié en 2019. Jean Portante, écrivain et professeur de littérature au Luxembourg, auteur de Mrs. Harroy ou La mémoire de la baleine en 1993 et de Leonardo en 2019. Et enfin, Matei Wisniek, écrivain roumain et français, homme de radio, auteur de théâtre, migrante, publié en 2016, de romans, Marchand de première phrase en 2016, et du paillasson considéré du point de vue des hérissons, sorti en 2020. Les Lettres européennes, dans le chapitre 16, gardent les 3 parties qui structurent les 15 chapitres précédents. Mais si les 2 premières reprennent le même titre, la 3e partie change de nom. Ça commence par un tour d'Europe. Le tour d'Europe offre une présentation de la littérature dans les différents pays, en soulignant à la fois les points communs et les spécificités. La 2e partie est un genre littéraire, c'est une partie beaucoup plus courte, consacrée à un genre qui vient en général d'émerger. Dans ce chapitre, ce sera le roman graphique. Quand les autres chapitres, dans la 3e partie, consacrent quelques pages à ceux qu'on considère comme des auteurs phares qui ont particulièrement marqué leur époque, le dernier chapitre, lui, choisit des figures contemporaines. Un auteur par pays, choisi par un rédacteur du même pays, sans que l'auteur soit forcément le plus célèbre, le plus moderne, le plus respecté. Je me tourne maintenant vers Guy Fontaine pour lui demander comment nous avons préparé ce dernier chapitre. Et est-ce qu'il peut présenter le questionnaire des Lettres européennes ? Oui, pour écrire un tel chapitre concernant l'extrême contemporain, il fallait bien entendu s'entourer d'une équipe de spécialistes et de spécialistes de l'extrême contemporain dans cette très vaste Europe. C'est-à-dire que si l'on avait besoin de renseignements sur l'Islande, pour prendre un pays un peu excentré, ou sur le Tatarstan, pour en prendre un encore plus excentré, il fallait trouver dans chaque pays européen un ou plusieurs
spécialistes à qui nous avons posé 10 questions. Tous les pays européens, 60 ou 70 aires de production littéraire européenne ont été questionnés. Questionnés sur le plan politique. Est-ce que la situation politique est vecteur chez vous de création littéraire? Question sur le mode de production, de diffusion de la littérature. Question sur la féminisation ou pas de la littérature. Question sur la disparition ou pas des genres littéraires. Et quant à la qualité et au nombre des collaborateurs qu'on a requis pour remplir ce vaste questionnaire, pour certains pays, ça allait de soi. Par exemple, puisque c'est à des amis de Porto que nous parlons, pour le Portugal, on avait la chance de travailler avec Isabelle Pires de Lima pour la première édition des Lettres européennes. Ça fait donc 30 ans qu'on travaille avec Isabelle. Et on avait la chance aussi, via la Villa Yourcenar, de bien connaître Lydia Georges, qui avait fait une résidence d'écrivain à la Villa Yourcenar. On a donc eu des questionnaires de grand luxe, comme tous les questionnaires, mais au Portugal en particulier. Dans certains autres pays, ce n'étaient pas des écrivains qu'on sollicitait, c'était plutôt des traducteurs ou plutôt des universitaires, quelquefois des critiques littéraires. Pour certains pays, c'était la porte étroite. En Géorgie, on a eu beaucoup de mal à trouver l'excellente spécialiste qui a finalement accepté de travailler avec nous. Pour certains autres pays, on a eu pléthore. En Espagne, coup de chance. 2 grands romanciers, Antonio Soler, Manuel Fajardo, ont répondu. Et comme ils sont romanciers, ils ont été nous chercher des poètes ou nous chercher des critiques littéraires pour faire le tour du théâtre ou de la poésie en Espagne. Notre collègue anglais avait lui aussi dans son université un spécialiste de l'Espagne. Donc, 150 questionnaires nous sont revenus. Et c'est dans cette masse documentaire que nous travaillons depuis 2 ans. Je reviens maintenant à la première partie de ce chapitre, intitulée « Le Tour d'Europe », qui présente la littérature des années 1989 à 2020 sous plusieurs angles. Le premier angle, littérature et politique. Qu'a entraîné la chute du mur de Berlin en littérature? La migration est-elle un sujet littéraire? Quelle est la place des minorités ethniques dans la littérature? Y a-t-il encore un lien entre religion et littérature? Comment la littérature féminine a-t-elle évolué? L'écologie est-elle vraiment entrée en littérature? Autant de questions à résoudre d'une frontière européenne à l'autre. Je donne la parole maintenant à Matei Wisniewski, que je prononce à la française, auteur de cette pièce de théâtre étonnante, Migrant. Migrante. Oui, la chute du mur de Berlin a entraîné un changement important, gigantesque presque, dans la manière de comprendre et pratiquer même la littérature dans les pays de l'Europe de l'Est. Donc déjà, ça a été un moment libérateur. Des milliers d'auteurs des pays de l'Europe de l'Est ont pu pour la première fois franchir les frontières, la frontière du rideau de fer, et venir en Occident pour s'informer, visiter, circuler, comprendre, apprendre, échanger. Donc cette liberté, ça a été un moment essentiel, très important. Mais il y a eu encore une chose très, très troublante, c'est-à-dire que dans les pays de l'Europe de l'Est, on a commencé à sortir de la littérature à clé. Parce que des milliers d'auteurs, avant la chute du rideau de fer, du mur de Berlin, étaient impliqués, bien sûr, et il faut leur rendre hommage pour ça, dans une sorte de littérature de la résistance, de la dénonciation, très souvent par la métaphore, par l'allégorie, par les subtilités, les nuances, les allusions. C'était une littérature à clé qui, après 1989, est devenue d'une certaine manière incompréhensible, parce que le public avait le décodeur, mais avec la liberté, le décodeur s'est évaporé. Donc il y a eu un changement stylistique dans les pays de l'Europe de l'Est, mais aussi une autre tâche, une autre mission que beaucoup d'auteurs ont assumée, le vrai procès du totalitarisme, le vrai procès du communisme d'État,
le vrai procès de l'idéologie unique, de l'oppression. Il y a des milliers de livres avec des témoignages d'une grande importance. Donc, récupérer la mémoire de la dictature et dénoncer cette période de 50 ans donc de dictature, du contrôle, sortir de la logique de la censure. Et très souvent, pour beaucoup d'auteurs, c'était encore plus difficile de sortir de la logique de l'autocensure, parce que très souvent on écrivait, à l'Est bien sûr, avant la chute du communisme, tout en pensant comment faire pour contourner la censure. Oublier la censure, ça n'a pas été facile. Il y a encore un élément très important. Avant la chute du communisme, du rideau de fer, pour beaucoup d'auteurs, être reconnu en Occident, c'était essentiel. Mais c'était rare être reconnu en Occident et continuer à vivre dans son propre pays. Donc il y avait ce déplacement physique pour réussir, pour être reconnu à l'Ouest, ce qui était essentiel, il fallait partir, s'exiler. Et pour la première fois, après 1989, on a eu des auteurs importants dans les pays de l'Europe de l'Est qui n'ont pas été obligés de partir pour être reconnus. Ce qui est le cas avec beaucoup d'auteurs. En Roumanie, je pourrais vous donner rien qu'un exemple, Mircea Cărtărescu, par exemple, qui a eu beaucoup de prix, qui est nobelisable. Il ne l'a pas eu il y a quelques temps cette année, mais il n'a pas été obligé, comme d'autres avant 1989, de quitter physiquement la Roumanie et l'espace de l'Europe de l'Est pour s'affirmer à l'Ouest. Voilà seulement quelques pistes pour analyser, pour ouvrir un vrai débat sur le changement. Il y a un changement géographique, stylistique, l'apprentissage de la normalité, de la liberté, et une autre manière d'apprendre, comment dirais-je, à défendre la normalité, parce qu'il fallait défendre maintenant la démocratie, enseigner d'une certaine manière aussi la démocratie et stimuler l'esprit critique. Il y a un chantier gigantesque en effet devant les auteurs, quoique la continuité aussi est visible, parce que beaucoup d'auteurs n'ont pas changé de style, mais ils ont changé quand même, ils ont dû s'adapter à des nouvelles missions. N'empêche que même avant 1989, il y a une littérature d'une grande richesse, d'une grande valeur dans les pays de l'Europe de l'Est, parce que je peux vous dire que les auteurs, dans la grande majorité, ont fait leur devoir de résistance. Par la culture, par la littérature, par la poésie, on a résisté et on a dénoncé, mais à la fin on a créé une vraie littérature, c'est-à-dire axée sur la beauté, sur l'homme, la compréhension de l'homme, de ses contradictions et évidemment des contradictions de la société. Merci infiniment Matei Wiśniek. Je vous avais dit que notre partie Tour d'Europe présentait la littérature sous 4 angles. En voici le deuxième. Je reprends pour la définir un vers du poète suisse italophone Fabio Busterla, quelque chose à protéger. La littérature n'est-elle pas quelque chose à garder, à protéger? En ce début du XXIe siècle, le cinéma, la télévision, les vidéos, le streaming ont grignoté du temps au plaisir qu'apporte la lecture. Néanmoins, la littérature continue de rayonner à travers le roman, genre littéraire qui semble une hydre géante, capable de s'accaparer toutes sortes d'écritures, le roman document, le roman policier, la ville comme personnage principal. Voilà quelques caractéristiques du roman du XXIe siècle. La nouvelle ne cesse de favoriser la création de genres littéraires moins salués mais très lus, comme le fantastique, l'heroic fantasy, la science-fiction et ses utopies, ses uchronies, ses dystopies. Comme toutes les autres créations littéraires, la poésie n'est plus ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre. Pour reprendre les mots de Verlaine, l'oralité a regagné du terrain, et si on lit moins de poèmes, on en entend plus. C'est de ça que va nous parler Jean Portante. La poésie, il faut effaçonner. On est, après 89, en plein dans l'après, ce que j'appellerais moi l'après néo-avant-garde. Hein. C'est-à-dire, il y a eu jusque-là ce qu'on pourrait appeler cette néo-avant-garde qui répond aux avant-gardes du début du siècle, hein, qui les prolonge, mais qui s'essouffle. Hein, et c'est dans les années 80-90 donc cet essoufflement va avoir lieu. On a fait un peu le tour de toutes les possibilités, l'explosion du vers, la géographie de la page qui n'est plus la même, l'extension vers le visuel et le sonore.
on a fait le tour de la question et on en revient à ce qu'on pourrait appeler un néolyrisme, hein, ou il y a d'autres dénominations, un lyrisme critique, hein, parce que quand même toutes ces avant-gardes travaillent chez les poètes, et donc dans ce nouveau lyrisme on trouvera des bribes de tout ça. Hein. Moi je vois à peu près 5 ou 6 tendances, hein, dans ce qui s'est passé dans la poésie dès lors. L'une, c'est la féminisation. Soudain, il y a vraiment un déferlement de femmes poètes. Peut-être qu'il y a un élément symbole dans tout ça, c'est le prix Nobel à Szymborska. Hein. Donc en donnant à la polonaise Szymborska le prix Nobel, on consacre quelque part l'entrée fracassante de la poésie féminine dans le domaine de la poésie. Il y a parallèlement, je pense que quand on parle des pays de l'Est, mais pas seulement, il y a eu après 1949 ce que j'appellerais moi une espèce de dépolitisation accompagnée d'une néopolitisation de la poésie, une néopolitisation rampante, pas très visible, mais qui est quand même là et qui est autour de plusieurs axes. L'un, ce serait le féminisme, hein, on retrouvera vraiment des poèmes, de la poésie féministe, mais aussi l'écologie qui va entrer. Donc c'est un autre type de politisation que celle, par exemple, qu'on avait dans les pays de l'Est, où il fallait louvoyer avec la censure pour pouvoir publier. Il y a une troisième tendance, je la verrai dans la cohabitation entre la poésie de la page, c'est-à-dire les gens qui utilisent encore, les poètes qui utilisent encore le livre, qui écrit donc des poèmes, et puis ceux qui vont au-delà de la page, hein, vers le performance, le son, le visuel. Il y a une belle formule anglaise, mother tongue, other tongue. Je prends l'exemple de l'Allemagne où beaucoup de migrants turcs se mettent à écrire en allemand. Donc, et on retrouvera ça dans tous les pays, donc des poètes qui vont écrire dans la langue de l'autre. Ils vont l'apprendre et donc ils vont faire entrer comme un cheval de Troie, presque leur propre langue et leur propre culture dans la langue de l'autre, et ça crée une poésie assez originale par rapport à celle des autochtones. Peut-être un avant-dernier point que je trouve important aujourd'hui, c'est ce que j'appellerais le crépuscule des maîtres. C'est difficile aujourd'hui de dire qui sont les grandes voix de la poésie. C'était facile jusqu'à il y a peu, Montale en Italie, Bonnefoy en France, on peut aller dans tous les pays, on en trouvera, Yevtushenko en Russie, mais aujourd'hui on aurait du mal à trouver les maîtres. Donc il y a une espèce d'orphelinat de la part des jeunes poètes, puisque la boussole quelque part n'est pas là. Et puis un dernier élément, et ça répond peut-être tout de suite à la question qui a été posée, le poète se voit de plus en plus comme résistant, mais pas résistant politique, tout simplement pour remettre du sens dans les mots. Il y a une belle formule qu'utilise, c'est Bernard Noël, je crois, le poète français qui l'a forgé, c'est le concept de censure, mais avec un S. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans nos sociétés, on n'a plus besoin de censurer comme dans les pays de l'Est avec un C pour dire tu n'as pas le droit de dire ça. On a le droit de tout dire, mais on censure avec un S, c'est-à-dire on enlève le sens dans les mots, on fait un trop-plein de mots, un trop-plein d'informations, et soudain, dans le trop-plein d'informations, on ne retrouve plus le sens. Et le poète, c'est sa tâche aujourd'hui, même s'il ne le veut pas, il remet du sens dans les mots, et avec ça, il entre dans une néopolitisation, sans être politique, de la poésie. Merci Jean Portante, et je vais rester encore un tout petit peu avec lui, parce que je vais lui emprunter pour regarder ce qu'est le troisième angle de notre tour d'Europe, intitulé « La dislocation de l'univers littéraire ». Je vais lui emprunter le titre d'un de ses romans, « L'architecture des temps instables ». Est-ce que nous ne sommes pas en ce moment dans des temps instables d'un point de vue littéraire ? Avec ce titre, il rassemble des concepts antinomiques pour suggérer la grande fragilité de nos certitudes. Reprenons ce titre pour dire combien les frontières, les cloisons entre les genres littéraires deviennent de plus en plus poreuses. À force d'explorer, de repousser les limites, on transforme les codes d'écriture.
Une réalité un peu vraie, dans la littérature contemporaine, les personnages réels et fictifs s'entremêlent, l'histoire devient fiction, le lecteur sait qu'il n'est ni ici ni là-bas, la littérature devient crue, et le théâtre européen découvre de nouvelles voies IES et de nouvelles voies IX. C'est ce dont va nous parler Véronika Boutinova avec le théâtre In Your Face. Le théâtre In Your Face est d'abord un théâtre théorisé en Angleterre par Alex Sears avec l'ère Thatcher qui, comme vous le savez, a mis en place une politique libéraliste assez terrible qui a paupérisé les Anglais. On arrive à cette pièce de Mark Ravenhill, Shopping and Fucking. Donc voilà, le titre annonce cette trashitude. C'est l'histoire, encore une fois, de des jeunes gens en colère, mais ils ne sont même plus en colère, là, ils sont complètement déprimés. Leur vie se passe en effet à acheter, consommer, puisque c'est ce qu'on leur demande de faire. Et puis, excusez-moi du terme, mais s'enculer, puisque c'est vraiment quelque chose qui va revenir souvent, cette sexualité assez prégnante dans leur vie. On retrouve la même chose chez Sarah Kane, qui est vraiment l'effigie des années 90, dans Blasted, Psychose 448. Voilà, ce sont toujours des jeunes gens très déprimés par la vie. Et dans Blasted, là, elle évoque, et ça va me permettre de faire le lien avec la suite, elle évoque la guerre des Balkans. Il y a une autre version du théâtre In Your Face, c'est la version des pays d'Europe de l'Est, des pays d'Europe centrale et orientale, celle que Dominique Dolmieux et moi appelons tout simplement en traduction le théâtre dans ta gueule. Certains disent que ce théâtre des Balkans est inspiré de l'Angleterre, mais non, puisque les dramaturges de ces pays n'avaient pas l'opportunité, avant 1989, de lire les pièces anglaises. Donc, au contraire, c'est d'eux-mêmes qu'ils ont écrit un théâtre vraiment viscéral, trash, grossier, vulgaire, puisque c'est tout simplement la traduction de leur ressenti. Une jeunesse qui vit la guerre des Balkans, qui vit l'ouverture de 89 comme un grand rêve, et puis qui finalement se retrouve confrontée à une réalité économique terrible, puisque l'Ouest n'a pas vraiment ouvert ses portes à l'Est, ni économiquement, ni culturellement, enfin, etc. à cette époque. D'où donc cette désillusion des jeunes auteurs, qui eux aussi, finalement, sont des auteurs en colère. Je vais vous parler précisément de 3 pièces qui, dans leur titre, expriment la manière dont ils emmerdent, voire dont ils enculent l'Europe. Il y a la pièce de Nicoleta Essinenko, Fuck You Europa, la pièce et les Moldaves. La pièce de Dejan Dukovski, qui est macédonien, dont le titre est « J'encule celui qui a commencé », qui a été traduit de manière beaucoup plus aseptisée. Et enfin, la pièce de Pekka Stefan, qui est un écrivain roumain, qui a écrit UF, c'est-à-dire Uncle Fucker. Dans ces 3 pièces, on a affaire à des jeunes gens complètement démoralisés, qui ne voient vraiment pas... qui ne se voient pas un avenir rose, ni un avenir européen, qui passent leur temps dans UF. Le jeune homme passe son temps dans son canapé à attendre des invités, et puis voilà, s'ensuit des scènes de sexe effrénées. Et je voudrais terminer sur la pièce patriotique Hypermarket de Bogavac et Neziray, Yeton Neziray, qui est l'auteur phare donc, du Kosovo, puisque c'est une pièce importante dans la mesure où elle évoque la guerre des Balkans et surtout la guerre entre la Serbie et le Kosovo. Et elle a cette force, c'est peut-être là qu'il y a un espoir, puisqu'elle est écrite à la fois par Milena, qui est Bogavac, qui est serbe, et Yeton, qui est kosovar. Et voilà, ensemble, ils sont allés récolter des témoignages sur la guerre. Et donc c'est une pièce documentaire qui montre les horreurs de la guerre des Balkans, mais en même temps, voilà, qui peut-être nous parle de réconciliation. Merci Véronika Boutinova pour cette présentation un peu surprenante de l'évolution du théâtre contemporain.
J'aborde maintenant le quatrième angle de ce tour d'Europe, première partie du chapitre, en laissant la parole à Timur Mouhidine, qui nous parlera du statut de l'écrivain dans les sociétés européennes. Oui, Annick, en effet, ce statut de l'écrivain a énormément évolué, en réalité, depuis la date que nous sommes fixés, depuis une bonne vingtaine d'années, parce que, en fait, c'est le marché qui a changé. Et c'est lui qui impose des changements sociologiques, des changements, on va dire, presque alimentaires à l'écrivain. D'après la plupart de nos interlocuteurs, la précarisation est en route. C'est assez frappant. Alors, j'avais tendance à considérer que la double vie de l'écrivain était un standard du profil de l'écrivain européen, c'est-à-dire un gagne-pain et une écriture réservée à des temps presque de loisirs, ce qui a donné d'ailleurs de très belles œuvres, ça ne posait pas de problème. Mais dans la catégorie des écrivains professionnels, il y a effectivement tous ces nouveaux précaires qui sont presque au bord de la faillite et dont le prestige est en berne. Deux choses qui posent problème. À la fois, bien sûr, les revenus de l'écrivain, qui est un sujet sur lequel on pourrait parler longuement, et qui n'est pas tout à fait le même dans le nord de l'Europe et on va dire dans le sud, en particulier dans les pays latins ou en Grèce ou en Turquie. Et puis le prestige. Du prestige en berne, oui, l'écrivain n'est plus, on s'est beaucoup posé la question dans cette partie-là, l'écrivain n'est plus la conscience de la nation. À part, cette chose est mentionnée quand même par les écrivains de certains ex-pays de l'Est, où l'importance, on va dire, idéologique de la figure de l'écrivain est encore présente. Mais on peut dire que ça a pratiquement, enfin c'est carrément disparu de l'Europe de l'Ouest, des pays comme France, Angleterre, Pays-Bas, enfin, ça ne marche plus, ce système-là ne marche plus. Donc le statut de l'écrivain est très très menacé, ou alors il y a une solution, bien sûr il y a toujours une solution, c'est de renoncer à la bonne littérature et de passer à la littérature commerciale, populaire, auquel cas on peut à la fois, avec le livre, avec son adaptation télévisuelle ou filmique, et toutes sortes d'emplois dans les médias, on peut absolument en vivre très bien. Et atteindre peut-être, alors c'est là que évidemment se pose une nouvelle question, est-ce qu'on touche un public qui est autre chose qu'un simple public captif commercial? Donc c'est quelque chose qui est vraiment très très frappant, ça s'est passé très vite. Et c'est sans doute ça qui est le plus perturbant, c'est que ce grand statut de l'écrivain, qui faisait un peu partie de la signature de l'Europe aussi, est en train de s'effacer. Et alors il y a un pays où ça se voit très 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 nettement, un grand pays européen, c'est la Russie. À travers le marché du livre, l'apparence des livres, les ventes, les vagues succès connus par les bons écrivains que généralement l'Europe de l'Ouest traduit en les présentant comme de grands auteurs russes. En réalité, sur place, c'est pratiquement rien. Donc il y a quelque chose de très mélancolique dans cette prise en compte du statut changeant, du statut... ça doit provoquer notre réflexion sur le système économique et politique. C'est assez évident. Un bilan moins facile à accepter qu'on ne pouvait l'espérer. Il y a un phénomène aussi en poésie qui s'est accentué à partir des années 80 et qui est devenu très massif, c'est la traduction quasi instantanée de la poésie qui se fait dans d'autres langues en Europe. Cela est propagé à travers tout un réseau de festivals de poésie qui se font un peu partout. Et donc, il y a une nécessité d'apporter par la traduction la poésie dans les moindres recoins. On en trouve partout, des festivals. Il y en a à Sarajevo, il y en a à Bucarest, il y en a à Rotterdam. Et donc, il y a, il y a eu une époque où un poète, même des plus grands, un Baudelaire par exemple, a dû attendre je ne sais pas combien de décennies avant de passer dans certaines langues. Aujourd'hui, la plupart des poètes passent très vite dans les langues des autres. Nous vous avons donné la structure de la première partie de ce dernier chapitre, un tour d'Europe. Je vais rapidement rappeler la deuxième partie, qui est beaucoup plus courte et qui est consacrée à un genre littéraire en pleine expansion. Ce sera pour ce chapitre-là le roman graphique,
qui est intéressant parce qu'il soulève la question de la place de la littérature dans ce genre d'œuvre. Et nous allons aller directement à la troisième partie qui est consacrée à ce que nous avons appelé les figures contemporaines, c'est-à-dire la présentation d'un écrivain par pays ou par langue, parfois, dans cette dernière partie de l'ouvrage. Je donne la parole à Guy Fontaine. Faire le portrait d'une figure contemporaine, c'est d'abord parler de quelqu'un qui est vivant, bien entendu, et qui est en phase de création. Cela veut dire que par rapport aux éditions précédentes de notre ouvrage, on a été amené à remplacer un certain nombre de figures contemporaines, et même en cours de travail sur notre chapitre 16 est décédé Velikovský en Slovaquie. Il a bien fallu trouver un autre écrivain, une autre belle plume pour prendre la place de Velikovský comme figure contemporaine. Les choix ont toujours été cruels. Quelquefois, ils se sont imposés. Je vais prendre l'exemple de la Finlande. En Finlande, dans la toute première édition, il y a 30 ans, nous avions choisi Rosa Liksom comme figure contemporaine finlandaise. C'est un exemple assez facile à décliner, celui-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'écrivain plus important que Liksom à ce moment-là, mais Liksom, c'était la littérature punk, c'était un phénomène nouveau. On parlait beaucoup d'elle à l'époque, et on a eu plaisir à faire son portrait. L'édition suivante, 2007, on a regardé plutôt du côté de cet humour, de cette grande santé de la littérature finlandaise, de cet appétit de vivre. Et là, c'est le nom de Pasilina qui s'était imposé, et retour de l'histoire, et Arto Pasilina est mort, hélas, retour de l'histoire, cette fois-ci, c'est Sofia Oksanen qui a été choisie comme figure contemporaine, parce que nous sommes allés demander l'avis d'écrivains finlandais, et que Rosa Liksom nous dit, mais la grande écrivaine finlandaise aujourd'hui, c'est mon amie Sofia Oksanen. D'ailleurs, je vais vous écrire la notice figure contemporaine. Il y a aussi, prenons la Belgique par exemple, dans la première édition de notre livre, nous avions choisi Pierre Mertens comme figure contemporaine il y a 30 ans, et Dieu sait si Mertens, qui est toujours vivant, qui écrit toujours, est un auteur essentiel. Mais là, il y a 30 ans, c'était le Mertens des Illuminations, c'est-à-dire le retour d'un personnage ayant réellement existé, Gottfried Benn, et une espèce d'enquête, une espèce de fictionnalisation autour de ce personnage qui avait connu quelques errances vis-à-vis du Parti national-socialiste. Très magnifique roman. Dans l'édition suivante, il y avait un autre nom qui s'imposait, donc 15-20 ans après, c'était celui d'Henri Beauchot. Pourtant, c'était un très vieux monsieur, Beauchot, à l'époque. Hein, on peut être un très vieux, une très vieille créateur, créatrice, et être figure contemporaine. Hein. C'était un très vieux monsieur, mais ce mélanger un talent, un sens de l'observation de psychanalyste avec son talent de romancier, de poète, ça nous avait convaincus. Beauchot est mort, et là, on est allé vers une toute autre direction. On a choisi une auteure de théâtre, Céline Delbecq, qui a écrit une pièce qui s'appelle « Cinglé », au pluriel, E-E-S, parce que cette femme, elle est cinglée, elle est folle, comme beaucoup de femmes qui sont cinglées, qui meurent sous les coups. Travail amusant, travail passionnant et nécessaire de prendre le risque de pointer une figure contemporaine par ère de production littéraire. Cela ne veut évidemment pas dire que nous ne parlons pas des autres auteurs du pays ou de la langue concernée. Et puisqu'on est en Belgique, j'aimerais bien qu'on parle, grâce à la présence de Luc de Voldereux, de la création littéraire en Flandre belge aujourd'hui. Oui, bien donc, la littérature flamande, c'est une littérature belge, mais d'expression néerlandaise. C'est la langue que nous partageons avec les Pays-Bas, comme vous savez. Les auteurs, maintenant, c'est Stefan Hertmans, qui a acquis un public international avec son roman Guerre et térébenthine, consacré à la Première Guerre mondiale, fondamentale dans l'histoire de la Belgique et de la Flandre. En fait, c'est notre premier grand roman consacré, après un siècle, à cette guerre. Et il vient de sortir un nouveau roman qui n'est pas encore traduit, naturellement, donc qui traite de la Deuxième Guerre mondiale. Encore un complexe plus grand dans l'histoire de la Flandre, parce qu'il traite naturellement de la collaboration d'une grande partie du mouvement flamand, un mouvement en soi émancipateur, démocratique, pacifiste, mais qui a des pages noires, donc
pendant 2 phases de collaboration, en Première Guerre et en Deuxième Guerre mondiale. Stéphane Hertmans. Tom Lanois, qui avec un talent inouï met la littérature en scène, avec un grand sens baroque et rhétorique. C'est quelqu'un qui ose faire tout. Il a réécrit Shakespeare, par exemple, et on a fait une pièce de théâtre qui dure 6 heures et qu'on reprend de temps en temps. Et je vais vous parler maintenant peut-être de la figure clé, le chef de file de l'actuelle génération de femmes auteurs en Flandre, c'est Annelies Verbeke. Elle est gantoise, elle a 44 ans, elle a débuté avec un roman qui est traduit en 20 langues, je pense, qui s'appelle Slaap, Dors. C'est un livre très original qui traite d'une insomnie, en fait de l'insomnie en général, mais aussi qui parle d'exclusion. Donc c'était son premier succès. Un autre roman que je veux nommer, c'est un roman avec un titre curieux, Vissen redden, comment sauver les poissons. En fait, c'est un premier exemple dans notre littérature d'éco-fiction, parce que c'est une fiction autour d'un désastre écologique. Ainsi s'achève notre présentation de l'organisation de notre chapitre, et je remercie tous ceux qui ont participé. Je voudrais aussi remercier tous les traducteurs et traductrices qui font circuler la littérature en Europe. Grâce à eux, on apprend à connaître les autres littératures. Cela montre bien que la notoriété, la transmission sont des éléments qui n'arriveront jamais tout seuls et qu'il y a encore un sacré travail de traduction à faire.